Bonsoir. L'Europe de Maastricht va-t-elle buter sur le référendum français? Pour la première fois aujourd'hui, un sondage que nous avons commandé à BVA avec Antenne 2 et Paris Match donne le non gagnant. Nous y reviendrons avec nos invités Philippe Seguin et François Bayrou. L'Europe, la grande Europe, saura-t-elle enfin aider l'ex-Yougoslavie à régler ses conflits? Dernier préparatif à Londres avant la conférence internationale demain. Enfin, l'Europe face au racisme, après les bouleversements à l'Est, pour la troisième nuit consécutive, des affrontements très violents ont eu lieu en Allemagne, à Rostock. Alain Chabot. État des lieux au lendemain d'une nuit de violence. Murs calcinés, fenêtres brisées, le foyer pour immigrés de cette cité dortoir de Rostock est entièrement dévasté. La violence raciste l'a finalement emporté. Hier soir, les assaillants sont revenus encore plus nombreux. Plusieurs centaines de casseurs qui avaient reçu le renfort de skinheads venus d'autres villes allemandes. Et puis soudain, vers 22 h, se produit l'incompréhensible. Les policiers présents se retirent. Résultat, les extrémistes en profitent pour mettre le feu au bâtiment. Mais à l'intérieur, il reste encore plusieurs dizaines de Vietnamiens qui pourront être sauvés de justesse. Contrairement aux jours précédents, hier soir, on a laissé les réfugiés à l'intérieur du bâtiment, au lieu de les faire sortir. Maintenant, je voudrais savoir qui a donné l'ordre à la police de se retirer. Selon les autorités, la police aurait été surprise par la violence des assaillants. En tout cas, tout le monde est d'accord pour condamner les émeutes racistes. Des événements comme ceux de Rostock sont inadmissibles. Rien ni personne ne donne le droit de s'attaquer à des Allemands ou à des étrangers de cette façon. En Allemagne, on s'interroge maintenant sur les ferments de la crise. Le gouvernement est accusé d'avoir laissé pourrir la situation sociale dans l'ex-RDA. Et nos voisins s'acheminent peut-être vers une restriction du droit d'asile face à l'affluence des réfugiés en provenance d'Europe de l'Est et du tiers-monde. Venons maintenant à notre dossier sur l'Europe de Maastricht et au sondage que nous avons commandé à BVA. Un sondage qui donne ce soir le non à 51%, 2 points au-dessus du oui donc. C'est la première fois depuis l'annonce du référendum que les opposants à Maastricht dépassent les partisans du traité. Les explications et les chiffres avec Zindine Boudaoud. Le non au traité de Maastricht s'imposant en tête des sondages. L'enquête menée par BVA pour FR3 Antenne 2 et Paris Match conclut un renversement de tendance. 51% des Français interrogés se disent prêts à voter non au référendum contre 49%. Le oui à Maastricht dégringole au fil des sondages. En moins de 3 mois, il est passé de 63 à 49%. Dans le même temps, le non a progressé de 35 à 51%. Seuls les électeurs socialistes ont une vraie foi européenne avec 78% de oui. À l'UDF, l'écart se resserre entre les partisans du oui, 46%, et ceux du non, 39%. Au RPR, c'est le non défendu par Seguin et Pasqua qui l'emporte nettement, 59 contre 28. Pas de surprise au Parti communiste et au Front National, le non est largement en tête. Le oui et le non sont désormais au coude à coude. Ne cherchons pas dans les jours qui viennent à mettre en contradiction les instituts qui annonceraient 51 pour le oui et d'autres qui annonceraient 51 pour le non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est 2 camps qui se tiennent. 50-50, ça doit bien résumer la situation à 4 semaines maintenant du scrutin. C'est dire à quel point les 4 semaines de campagne officielle, c'est-à-dire 4 semaines où les partisans des 2 camps devront s'expliquer devant les Français, notamment à la télévision, seront décisives quant à l'issue finale de ce référendum. Pour l'instant, 67% des Français affirment lier leur vote du 20 septembre à leur opinion sur l'avenir de l'Europe. 20% voteraient d'après leur jugement sur François Mitterrand et le gouvernement. Quelle position devra adopter le président Mitterrand si le non devait l'emporter? 45% des personnes interrogées pensent qu'il devrait démissionner, 49% qu'il devrait rester. Et vous pourrez bien sûr découvrir la totalité des chiffres de ce sondage dans le Paris Match de cette semaine. Paris Match, partenaire des télévisions de service public sur cette opération. Alors Arlette Chabot, même si le non montait de jour en jour, ce chiffre surprend aujourd'hui vraiment le monde politique. Oui, effectivement, c'est un résultat auquel personne ne songeait il y a encore quelques semaines, d'autant que depuis très longtemps en France, tous les sondages sont favorables à l'Europe. Les Français aiment l'Europe, dit-on. Donc c'est effectivement une surprise, d'autant que tous les sondages convergent, c'est vrai. On verra, même s'ils donnent une tendance légèrement opposée. Au fond, aujourd'hui, le oui et le non sont au coude à coude. Alors pourquoi? Et on sait qu'effectivement, les partisans du non, eux, ont fait campagne tout l'été, alors que les partisans du oui ont tardé, ou en tout cas n'ont pas trouvé ni le style, ni les mots justes. Deuxièmement, il y a eu les événements de l'été, notamment la Yougoslavie. L'impuissance apparente de l'Europe qui fait hésiter certains Européens convaincus, par exemple Jean-François Degnaud pour l'UDF. Donc voilà. Maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, on voit aussi qu'il y a une politisation de ce scrutin. Lorsqu'on
lorsqu'on regarde par parti politique, il y a une espèce d'homogénéisation du vote de l'opposition. Le non monte à l'UDF, il est majoritaire au RPR. C'est un peu la dérive que contient tout référendum. On ne vote pas forcément à la question posée, mais on dit oui ou non au gouvernement. Dans ces conditions, l'intervention de François Mitterrand la semaine prochaine présente un risque, c'est vrai, même si le chef de l'État voudra encore une fois déconnecter l'Europe des problèmes de politique intérieure. Un non gagnant serait sans doute un séisme, évidemment, pour l'Élysée, très difficile pour le chef de l'État, mais il serait également difficile pour tous les leaders de l'opposition qui appellent à voter oui, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing. Seul gagnant serait Georges Marchais et Jean-Marie Le Pen. Merci Arlette, et vous en parliez à l'instant. Dans le même temps, un sondage réalisé par l'IFOP pour l'Express donne le oui à 51%, le non à 49%. Dans les deux cas, l'écart se réduit très fortement et le non gagne chaque jour des points. Voyons maintenant les réactions à ces chiffres, à commencer par celle de Jack Lang. Le ministre de l'Éducation et de la Culture relativise les chiffres des sondages, mais reconnaît que les partisans du oui vont devoir être plus offensifs. Ce soir, un sondage met légèrement en avance le non. À la même heure, un autre sondage paraît de la Sofres qui met légèrement en avance le oui. Dans 2 jours, un autre sondage donnera 3 points d'avance au oui. Comme vous le voyez, les choses sont serrées. Cette contradiction des sondages est plutôt le signe que les Français réfléchissent, ont besoin d'explications, et c'est une bonne chose. Alors à chacun d'entre nous d'être plus convaincant, plus persuasif et plus enthousiaste encore. Premier invité du 19-20, Philippe Séguin, député maire RPR d'Épinal, opposé au traité de Maastricht. Philippe Séguin, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que les chiffres de ce soir vous comportent dans votre comportement de campagne. C'est un peu inespéré, non, ces chiffres, Philippe Séguin? Je crois qu'effectivement qu'il faut apprécier les chiffres en prenant en considération les 3 instituts de sondage. Bon, alors je n'en conclus pas que ce soir le non est en tête, j'en conclus seulement que depuis 2 mois, 3 mois, le non n'a pas cessé de progresser de manière continue et régulière. Alors j'en éprouve de la satisfaction, de la prudence et puis aussi un regain de détermination. De la satisfaction, pourquoi? D'abord parce que les gens se déterminent en fonction du traité. Et ce ne sont pas d'autres considérations qui interfèrent, contrairement à ce qu'on a prétendu. Ils s'intéressent au débat et c'est très bien. Et la seule certitude qu'on peut avoir sur le résultat final, c'est qu'il y aura beaucoup de Français qui iront voter. C'est très positif. Alors d'autre part, je suis évidemment satisfait parce que les arguments du non semblent trouver quelque écho. Je suis prudent parce qu'il y a encore un mois de campagne et les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre. Ce n'est pas moi, comme M. Bérégovoy l'a fait, qui vendrait la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Enfin, j'ai dit que je ressentais un regain de détermination. Lorsque à peu près la moitié des Français expriment une opinion, je crois que cette opinion, on n'a pas le droit de la considérer de manière marginale. Et à cet égard, la façon dont la pré-campagne s'organise, la façon dont la campagne officielle s'organise, me plonge dans la perplexité et l'inquiétude. Je crois que le non doit être mieux traité de manière plus équitable dans la pré-campagne et la campagne officielle. Alors notre deuxième invité, vous le savez, Philippe Séguin, c'est François Bayrou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UDF et partisan du oui au référendum. L'UDF a lancé aujourd'hui une série de meetings pour défendre le oui au référendum. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être parti un peu tard? Non, parce que nous savions depuis longtemps qu'il y avait un risque et nous pensons que un des principaux arguments pour le oui, c'est de montrer les risques que le non comporte. Mais je veux dire d'abord que nous ne sommes pas surpris par la progression du non dans les sondages, parce que le non, comme Arlette Chabot l'a très bien dit, c'est à mon avis l'addition du non à l'Europe, Philippe Séguin dirait du non à Maastricht, et l'addition du non à François Mitterrand et au pouvoir. Et ce sont ces 2 noms qui, en se rencontrant, font aujourd'hui 50-50. Et c'est donc pour nous une difficulté, c'est aussi la raison pour laquelle nous étions très réservés en face de la procédure du référendum, qui ne nous paraissait pas adaptée à la ratification d'un traité, et c'est la raison pour laquelle nous voulons nous battre aujourd'hui en montrant à quel point le non va faire fait en effet courir des risques à la France et... Alors, compte tenu de ce que vous disiez, François Bayrou, sur l'évolution de votre électorat, vous avez continué à dire ce que vous disiez au début de l'été. On peut dire oui à l'Europe sans dire oui à François Mitterrand. Vous allez continuer sur cette ligne?
Ah mais je crois même que c'est l'essentiel et que c'est la seule chance du oui. Si il apparaissait aux yeux des Français que le oui est un oui au pouvoir, à M. Mitterrand, au gouvernement, il voterait non. Au point d'impopularité où le Parti socialiste en est arrivé aujourd'hui, il faut absolument découpler, disait Hélène Carrère d'Ancos, qui préside le comité pour le oui, découpler le référendum de la politique intérieure. Mais je veux aussi dire qu'il me semble qu'un résultat non, parce qu'il ouvrirait une très grande crise en Europe, ferait courir des risques accrus à la France. Est-ce que dans ce cas, le président de la République a raison de participer à la campagne ? J'ai dit tout à l'heure cet après-midi que si j'avais un conseil à donner au pouvoir, président, gouvernement, c'est un conseil de discrétion. Plus ils attacheront leur nom, leur réputation et leur volonté au oui, et plus le oui baissera. Donc je pense qu'il n'est pas loisible, il n'est pas normal d'inviter le président de la République à ne pas participer à la campagne, c'est normal qu'il le fasse, mais à sa place je l'aurais fait sobrement et non pas dans une grande manifestation sous les sunlights. Philippe Séguin, vous qui devez parler à François Mitterrand, éventuellement dialoguer avec lui, il a raison, à votre avis, d'intervenir dans cette campagne? C'est son affaire, ça n'est pas la mienne. Moi, je parle du traité de Maastricht, le président de la République, il fait ce qu'il entend. Vous me permettrez de réagir sur ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas qu'une victoire du non serait une catastrophe. Et François Bayrou ne sera pas étonné de me l'entendre dire. Qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons simplement une renégociation du traité. Une renégociation qui aurait dû d'ailleurs s'imposer déjà au lendemain du non danois. Alors un non n'a pas suffi, mais il va en falloir un deuxième, de manière à ce que l'Europe de demain soit moins technocratique et moins fermée à l'Europe orientale et centrale. On ne demande pas grand-chose. Ce n'est pas la catastrophe qu'on nous prédit. Alors, catastrophe ou pas pour vous? Eh bien, il suffit de regarder. Ce n'est pas pour avoir une polémique avec Philippe Séguin, tout le monde sait l'amitié qui nous lie, mais je veux dire qu'il suffit de regarder la réaction du monde économique mondial au risque de non en France pour mesurer à quel point ça serait un séisme, un coup de tonnerre. Pourquoi? Non pas tant parce que le traité de Maastricht subirait un retard. Si c'était cela, je serais prêt à concéder à Philippe Séguin que, après tout, ça n'est pas un drame. Mais en réalité, tout le monde prendra le non français comme le fait qu'on enclenche la marche arrière de l'Europe. Et la marche arrière de l'Europe, on ne sait pas où ça s'arrête. Dans le monde très difficile où nous vivons, dans la crise que la France traverse, qui est en partie imputable au pouvoir, mais en partie imputable à la très difficile rivalité économique, compétition économique dans laquelle le monde se trouve. Une Europe affaiblie, cela affaiblit la France. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Philippe Séguin sur les conséquences du non. Autre conséquence, c'est pour l'opposition. Édouard Balladur écrivait il y a une semaine dans Le Monde que la victoire du non rendrait les choses très difficiles pour l'opposition, qu'il y avait un risque d'éclatement. Philippe Séguin, vous partagez ce sentiment ? Non, je ne partage pas ce sentiment. Je suis d'ailleurs heureux de me retrouver sur le même plateau, si j'ose dire, ou du moins dans la même émission que François Bayrou, que je sais, bien qu'il vote différemment de moi, que je sais aussi attaché que moi à l'union de l'opposition. Que ce soit le oui qui l'emporte ou le non, il y aura une situation juridique et politique qui sera créée le 21 septembre. Et cette situation, cette décision des Français, nous devrons nous incliner devant elle, quel qu'ait été notre choix pour le 20. Vous pourrez gouverner ensemble au mois de mars prochain si vous gagnez les législatives, par exemple. Je le crois plus que jamais, d'autant que ces différences d'appréciation en matière de construction européenne, et François Bayrou pourrait le dire à ma place, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles ne datent pas d'hier. Ça fait des décennies et des décennies qu'on les constate entre les formations qui constituent aujourd'hui l'opposition nationale. Votre réponse est la même, François Bayrou? Absolument. Je crois que sur ce point, Philippe Séguin a raison. Mais il y a un point sur lequel je me sépare de lui. Je crois, comme lui, qu'il n'y aura pas de fracture irréversible au sein de l'opposition parce que, au-delà des différences d'interprétation sur un traité, nous partageons des valeurs fondamentales sur la France et sur la société française. Mais on peut dire que c'est grave pour la France, mais c'est pas grave pour l'opposition, une victoire du non, c'est logique ça? Ce que je crois, c'est que la situation serait très difficile pour l'opposition devenue majorité en mars 1993. C'est là la véritable difficulté. Parce que nous savons tous
qu'il sera très difficile de redresser la France à partir du mois de mars. Mais la redresser dans une situation de crise de l'Europe, ajoutée à la crise française une crise européenne, alors là, je crois que nous mettrions devant nos pas un obstacle très difficilement surmontable. Messieurs, je vous remercie. Et c'est avec ces chiffres qui mettent le oui et le non coude à coude que 300 personnalités réunies au sein du comité national du oui à Maastricht. Ces 300 personnalités ont tenu à apporter leur soutien au monde politique. C'est Hélène Carrère d'Encausse qui présidera ce comité. Elle était entourée ce matin de prix Nobel comme Jean Dosset, de syndicalistes comme Edmond Maire ou d'industriels comme Antoine Riboud, des artistes aussi avec Catherine Lara, vous le voyez, ou Manu Dibango, des écrivains comme Marek Alter ou Dominique de Santi. Et les partisans du non, cette fois, ont reçu ce matin un soutien attendu, mais maintenant officiel, celui de la CGT. Son secrétaire général, Louis Vianney, a recommandé aux salariés de voter non face à ce qu'il appelle une Europe des patrons. Agnès Molinier, Jean-Jacques Ledeuil. Louis Vianney n'a pas dérogé aux habitudes de la CGT. La rentrée 92 est bien sûr combative et revendicative, mais cette année, l'adversité dépasse les frontières françaises. En ligne de mire de la centrale, le traité de Maastricht, les patrons sont pour, alors les salariés ont des raisons d'être contre. Dans aucun pays, dans aucune disposition, ne sont prévues des mesures visant à empêcher les suppressions d'emplois et surtout à favoriser des créations d'emplois, de vrais emplois, qualifiés, stables et correctement payés. C'est le contraire. De partout, quand je dis de partout, c'est dans chaque pays concerné par le traité, c'est le même langage que l'on tient aux salariés. Le maître mot, c'est la compétitivité. Il faut être plus fort que l'autre. Déjà, pour Louis Vianney, les rapports sociaux en France se sont durcis. Il a dénoncé différents jugements contre des militants syndicaux ou encore la répression contre les dockers et a accusé le gouvernement de compréhension complaisante. Il participe avec les salariés. Ultime fois de régler le conflit dans l'ex-Yougoslavie par la diplomatie. C'est demain à Londres que se retrouveront les principaux acteurs de la crise yougoslave, leurs voisins des Balkans et leurs parrains occidentaux. C'est un peu la négociation de la dernière chance après 14 mois de conflit. Une chance qui paraît faible. Tous les protagonistes restent en effet bloqués sur leur position. Jean-Marc Pitt nous les présente. Après 14 mois de guerre dans l'ex-Yougoslavie, la conférence de Londres apparaît comme le premier grand rendez-vous diplomatique destiné à résoudre les différents conflits qui déchirent l'ancienne fédération. Le grand nombre des négociateurs invités rend bien compte de l'éclatement du pays de Tito. La Bosnie-Herzégovine sera bien sûr le principal dossier traité à Londres. Cette république, qui a obtenu son indépendance par référendum en avril dernier, sera officiellement représentée par le président Izetbegovic. Ce dernier, musulman, refuse d'envisager tout partage ou cantonisation ethnique de son pays. Il se rend à Londres en continuant de préférer la solution militaire à l'issue diplomatique. Les forces musulmanes ne sont pourtant pas dans une très bonne position. Les 2/3 du territoire sont entre les mains des Serbes de Bosnie. À leur tête, Radovan Karadzic propose quant à lui la séparation des 3 peuples de Bosnie, musulmans, serbes et croates, pour ramener la paix. Une proposition que les Croates ne renient pas tout à fait. Ils contrôlent une grande partie du territoire bosniaque et leur président, Franjo Tudjman, ne cache pas son penchant pour l'intégration de cette zone dans une grande Croatie. Mais pour l'heure, sa priorité est de récupérer les 22% du territoire croate, notamment en Krajina et en Slavonie, toujours aux mains des Serbes. À Londres, les Serbes eux-mêmes seront divisés. L'énigmatique Premier ministre de la nouvelle fédération yougoslave, l'Américain Milan Panic, entend proposer la reconnaissance de la Croatie et de la Bosnie dans leurs frontières actuelles. Mais déjà désavoué par son Parlement, il aura surtout face à lui Slobodan Milosevic, président de la Serbie et promoteur du nationalisme grand serbe. Jamais sans doute les pourparlers de paix sur le Proche-Orient n'auraient été aussi proches de ce que l'on appelle des négociations. À peine arrivés à Washington, les Israéliens ont tenu à montrer que le ton avait changé. Sous l'impulsion d'Yitzhak Rabin, ils se disent prêts à des concessions sur le plateau du Golan pour signer la paix avec la Syrie. Xavier Bodin-Hulin. Climat très positif, voilà ce que disent toutes les délégations. Ainsi, dès hier, elles ont réussi à se mettre d'accord sur un ordre du jour, ce qui n'était jamais arrivé lors des rencontres de ces derniers mois. Voilà pour la forme, et du coup, en Israël, Yitzhak Rabin en visite ici ce matin dans les territoires occupés veut du concret. Nous voulons que les délégations, les 3 délégations arabes, envisagent les questions concrètes qui doivent être résolues pour une solution complète.
Le concret, ça devrait être le Golan. Cet après-midi, devant la Commission des Affaires étrangères, Rabin a dit « Israël ne se retirera pas du plateau du Golan, mais il ne faut pas s'attacher à chaque centimètre carré de terrain ». Explication de texte, l'État hébreu envisage sérieusement les concessions territoriales partielles en échange d'un traité de paix avec la Syrie. D'autant que dans la matinée, Shimon Peres a affirmé à la radio qu'Israël parle désormais la langue 242, c'est-à-dire celle de la résolution de l'ONU qui prévoit la restitution de territoires occupés. À Washington, ici, le représentant israélien dit d'une façon toute diplomatique que rien n'est fait, ce qui veut dire que les négociations sont sur la bonne voie. Les États-Unis, toujours sous la menace du cyclone Andrew. Après la Floride, le cyclone devrait toucher dans la nuit la Louisiane et le Texas. Andrew a déjà fait 13 morts dans la région de Miami et les dégâts matériels sont considérables. Philippe Denis. Miami n'est plus aujourd'hui que ce paysage de désolation. Après le passage d'Andrew, la Floride constate les dégâts. Ils sont considérables. Le bilan officiel fait état de 12 morts, 50 000 sans-abri, plus de 2 millions de personnes privées d'électricité. Notre maison est tout ce que nous possédions. Maintenant, nous n'avons plus rien. Mon toit s'est effondré et j'ai cru que c'était la fin du monde. Les autorités avancent le chiffre de 20 milliards de dollars de dégâts, 100 milliards de francs. L'état d'urgence est maintenu, le couvre-feu a même été décrété dans tout le comté de Miami. 2300 gardes nationaux patrouillent pour dissuader les pillards. Dans plusieurs quartiers, il n'est plus nécessaire de casser, il n'y a qu'à se servir. Le président des États-Unis a déclaré 3 comtés de Floride zone sinistrée. Hier soir, George Bush s'est même rendu sur place. Il a promis d'accorder à la Floride une aide de 50 millions de dollars. Et pendant que Miami retrouve son souffle, d'autres villes retiennent le leur. Andrew est dans le golfe du Mexique. Il risque de frapper la Nouvelle-Orléans dès cette nuit. 2 millions de personnes ont été évacuées. À Galveston, au Texas, les habitants s'organisent. L'ouragan pourrait toucher cette ville. En 1900, un autre cyclone y avait provoqué la mort de 6000 personnes. Et pour terminer du football, avec la première épreuve de vérité pour Gérard Houllier, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a composé aujourd'hui le groupe de joueurs qui affrontera le Brésil demain soir au Parc des Princes. Première priorité, la défense, mais il y a tout de même de petites innovations en attaque. Didier Saumon. Le clan tricolore version Houllier aura à cœur de redorer son blason face au Brésil demain soir. Le nouveau sélectionneur n'a pas fait de grandes révolutions au sein de son groupe, simplement quelques réaménagements. Avec tout d'abord Jean-Pierre Papin en tenue de capitaine, récupérant le brassard de Manuel Amoros. Côté défense, on assiste à un renforcement des lignes arrières, Alain Roche en libéraux et William Sprunier pour sa première sélection officielle et Basile Boli en stopper. Enfin, tacticien, Gérard Houllier a aussi choisi des hommes clés pour la relance. Il se base pour cela sur le talent et l'inspiration de Laurent Blanc. J'ai souhaité faire remonter Laurent Blanc d'un cran, ça je l'avais annoncé, parce que je pense qu'il peut nous apporter une note technique importante dans le développement des attaques, dans l'ébauche du jeu, en particulier dans les premières passes. Côté nouveauté, la titularisation du Parisien David Ginola. Il aura la lourde tâche de devenir le futur meneur de jeu de cette équipe de France. Quant à Jean-Pierre Papin en attaque, il fera l'objet d'une extrême attention de la part de la défense brésilienne. Mais ce qui compte pour cette équipe de France, retrouver le chemin des buts pour aborder sereinement la phase éliminatoire de la Coupe du Monde en 1994. Le groupe de Gérard Houllier connaîtra son premier test officiel contre la Bulgarie le 9 septembre prochain. Fin du 19-20, le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h40. Soir 3 présenté par Marc Hautement et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret. À demain 19h. Bonsoir.